Et si l'invisible avait quelque chose à nous dire? Je suis Mathilde Médium et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Ici, je vous partage mes expériences, mes ressentis et ces messages venus d'ailleurs qui peuvent parfois bouleverser une vie. Pour ce tout premier épisode, j'ai eu envie de vous ouvrir une porte un peu plus personnelle, celle de mon histoire, celle qu'on ne voit pas forcément derrière les rendez-vous ou les vidéos. Parce qu'avant d'en faire mon métier, j'ai longtemps gardé tout ça pour moi. Je précise tout de même pour les personnes ne me connaissant pas, je suis médium et je pratique depuis de nombreuses années le contact défunt. Alors pour vous mettre le contexte, j'ai vécu toute mon enfance dans la même maison, une maison des années 1850. Maison d'ancienne bonne sœur, donc oui elle se trouve pas très loin d'une église. C'est une maison avec du plancher, donc bien sûr du bois et donc des bruits qui craquent et beaucoup de manifestations. Malgré le fait qu'à l'époque, eh bien, dans ma famille, on n'était pas du tout dans ce domaine, on était vraiment des personnes complètement lambda, monsieur, madame, tout le monde. Cette maison est perdue dans un village que mon frère et ma sœur nomment le trou du cul du monde. Ils ont toujours nommé comme ça, mais ce trou du cul du monde, on l'aime tellement qu'on s'est tous les trois mariés là-bas. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Donc, je suis la petite troisième, j'ai 10 ans d'écart avec ma grande sœur et 6 ans avec mon grand frère. J'étais considérée comme petite fille sage, globalement, donc j'ai rapidement été laissée seule chez moi. Sauf qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de manifestations et je voyais du monde que je pensais que tout le monde voyait. Donc j'étais terrorisée parce que ce monde-là, il se présentait souvent à l'étage. J'ai vraiment ce souvenir d'avoir très peur à l'étage et encore aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai peur, malgré le fait que je fasse des contacts défunts, j'ai encore peur chez mes parents de ces défunts qui se présentent tellement spontanément. Et comme j'étais terrorisée, je me baladais souvent avec une pertiseau ou un couteau que je cachais dans ma tunique. Parce que oui, à l'époque, je portais une tunique, je devais avoir peut-être 8-9 ans, dans mes souvenirs, parce que je le dis bien, ça remonte. Et quand j'invitais des copines, mes parents n'étaient pas là, très souvent, on terminait chez mes copines et en finalité pas chez moi. Le comble. Et bien entendu, j'en parlais globalement à personne de ce que je voyais. Seulement des copines qui avaient peur comme moi, quoi. Bref, le temps passe, on vit ça comme si c'était normal. Entre-temps, il y a 2-3 manifestations. Je me souviens encore, petite, où mes cousines étaient chez moi, donc mon grand frère était là. Nous étions dans sa chambre à l'étage, nos parents étaient partis au restaurant, et là, on a entendu des bruits de bancs, parce qu'on a une vieille table de ferme, donc elle est hyper longue, avec un banc hyper long, et là le banc claque. Nous sommes à l'étage et on entend clairement le banc qui claque. Donc on se dit tous, ça doit être le chien, parce qu'à l'époque j'avais un Terre-Neuve qui s'appelait Everest. Et on s'est dit, ça doit être le chien qui doit remuer la queue ou se secouer, vous savez, avec toute sa bave là. Et à la queue leu, on descend et chacun prend quand même quelque chose parce que personne n'est rassuré étant donné que nos parents ne sont pas là. Donc il y a quelqu'un qui prend une poupée, je me souviens encore des Mikado dans les mains. En fait, on s'arme. Nous sommes des enfants qui s'arment avec des jouets, clairement. On se croirait dans un film. Et on descend tous à la queue leu les escaliers. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on regarde. Il n'y a personne. Nos parents ne sont pas revenus. Et le chien n'est pas là. Le chien est dans le jardin. Il est à l'extérieur. Après, on s'adapte, j'ai envie de vous dire. On vit avec. Donc ça devient notre quotidien, c'est-à-dire que je courais les yeux fermés dans un couloir à l'étage avec les bras en avant, typiquement comme un film ou un dessin animé que vous pourriez voir, simplement pour ne pas voir les défunts et pour ne pas me prendre un mur en même temps avec les bras devant. Puis vers l'âge de 13-14 ans, je me casse le coude droit. Malchance pour moi, je suis droitière. Donc je vais aux urgences, ils me disent qu'il faut une opération, parce que vous voyez le kikouillou du coude, vraiment le coup de coude, il est remonté dans mon bras. Donc ça nécessite absolument une opération, c'est en morceaux. Et en fait, j'ai dû être paralysée avant cette opération pendant 3 semaines, parce que ma mère a une maladie orpheline du sang. Il fallait savoir au préalable si je l'avais ou non, parce que sinon on fait un œdème de Quincke sur la table d'opération, donc il faut mettre un produit spécifique pour endormir. Bon, j'étais négative à cette maladie, donc on a pu m'opérer. Du moins, on a vu quand même plusieurs chirurgiens, parce que le premier a refusé de m'opérer, étant donné que c'était beaucoup trop complexe pour lui. Je ne pourrais même pas vous dire combien de chirurgiens j'ai vu en réalité.
Et le chirurgien qui m'a opéré m'a clairement sauvé mon coude, j'ai envie de dire. Alors je sais qu'aujourd'hui il se nécrose encore, je sais qu'aujourd'hui ça va pas forcément le top du top au niveau du coude, que j'ai des douleurs régulières, mais il m'a réellement sauvé le coude, parce que sinon je pense que ça aurait pu aller jusqu'à la prothèse. Donc ça me crée déjà un premier traumatisme dans le sens où j'ai été opérée juste du coude, c'est-à-dire que j'étais pas endormie de façon générale, c'était juste le bras qui était endormi. Sauf qu'à l'âge de 13-14 ans, il y avait la lumière au-dessus de moi, j'ai tourné la tête, j'ai vu l'intérieur de mon coude. J'ai entendu mon coude sauter par terre. Le coude était en morceaux, il était au sol. J'ai entendu visser, j'ai entendu les cric cric cric, j'ai tout entendu. Et en fait, ils m'ont oublié sur la table d'opération, dans le sens où de base on est censé nous parler, surtout à cet âge-là j'ai envie de vous dire, sauf que c'était bien plus complexe que ce qu'il l'avait imaginé, le chirurgien, donc ils m'ont complètement oublié. Donc derrière, il s'en est suivi bien sûr le côté de traumatisme, je ne veux plus manger, je faisais toujours le même cauchemar en haut de cette allée, je me faisais opérer sous un lampadaire dans mon rêve, enfin du moins plutôt dans un cauchemar. Et le brancard dévalait cette pente. Une petite aparté du coup, si vous êtes parents, grands-parents, peu importe qu'il y ait un enfant dans votre entourage qui a un besoin d'opération et que c'est une chirurgie assez complexe, je vous recommande vraiment l'anesthésie générale parce qu'encore aujourd'hui, j'ai 27 ans et ça me marque encore. Donc ils m'ont complètement oublié. Le chirurgien, en revenant dans ma chambre plus tard, m'a dit, mot pour mot, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai fait comme si c'était une cheville. Ce genre de cas ne m'est encore jamais arrivé. Donc pour vous dire, j'ai eu au total 5 opérations. C'est quelque chose qui a duré des années. Je ne pouvais pas ouvrir le coude, je ne pouvais pas le refermer. En fait, j'étais bloquée. Mon bras était vraiment bloqué à un angle de 90 degrés, enfin je pense. Je suis désolée, je suis nulle en maths, mais ouais, vous voyez un angle droit du coude, eh ben c'était moi. Donc je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus me sécher les cheveux, je ne pouvais pas me lisser les cheveux, même ouvrir une bouteille d'eau. J'en suis venue à couper, vous savez, les petits teuteux avec un couteau pour ouvrir une simple bouteille d'eau ou une simple bouteille d'oasis. J'étais vraiment totalement handicapée. Encore aujourd'hui, quand j'ai mal, eh ben il y a plein de choses que je ne peux pas ouvrir, où je vais demander à ma famille, ils le savent, ou à mon mari de le faire à ma place, parce que c'est juste tout bonnement impossible pour moi. Pourquoi je vous parle autant de cette histoire de coude? Parce qu'en réalité, tout est parti de là et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je le fais et je pratique aussi jeune la médiumnité. Cette histoire de coude a duré pendant des années, en fait toute mon adolescence, clairement. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans cette histoire, je prenais un médicament particulier, mais trop fort pour mon âge et pour mon poids plume. Et j'ai fait une intolérance à ce médicament. J'étais couchée dans mon lit et je me souviens sentir mon cœur battre anormalement. Et je discutais avec une copine à l'époque sur mon téléphone. Et je lui dis ça va pas du tout, il y a un problème avec mon cœur. Et de là, elle me dit bah appelle tes parents. Du coup, je lui dis ouais bon, il faudrait peut-être quoi. Parce qu'on évite, vous savez, à l'âge de l'adolescence, on évite les parents. Hein. Et le problème, c'est que je ne peux pas hurler. Donc je commence à taper sur une armoire, une vieille armoire en bois à l'époque. Donc je tape, ma mère entend, elle monte, elle me voit toute blanche, elle me dit ouh c'est pas normal. J'avance dans le couloir et d'un seul coup je me mets à vomir. Mais je me sens pas bien, mais très 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 faible. Du coup mon père monte et je lui demande est-ce que tu peux me porter jusqu'à la salle de bain du bas s'il te plaît. Parce que je ne peux pas descendre les escaliers. Il me porte, il allume simplement la douche, le robinet, et de là je lui dis papa, je vois plus rien. Il se retourne et je fais un malaise dans ses bras. En fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome du voile noir. Vraiment, j'étais devenue aveugle juste avant mon malaise. Donc de là, mon père me porte sur le canapé, me couche et ma mère est infirmière. Donc elle prend mon pouls et elle sent qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Donc les pompiers sont appelés, ils viennent. Les pompiers disent aussi ça va pas du tout, c'est le SAMU qui doit venir. Donc le SAMU s'ensuit et viennent pour pas que mon pouls lâche. En fait, mon pouls était beaucoup trop bas. Je peux vous dire la sensation que j'ai eue, incroyable. C'est vraiment, je le dis toujours, c'est comme un nuage Kinder. Je me sentais super bien. Moi, j'avais qu'une envie, c'est qu'on me les dormir. Je me sentais remplie d'amour. Mais pas un amour, vous voyez, maintenant, aujourd'hui, je suis maman. Mais c'est pas le même amour, même que pour son enfant. J'ai envie de vous dire, c'est encore plus intense, c'est encore plus incroyable. C'est vraiment l'aspect de ce nuage Kinder. Vous voyez cette publicité? Ça m'a marqué. Et ben, j'ai vraiment cette sensation de nuage Kinder. Et je voulais qu'une chose, c'est qu'on me laisse dormir. Et eux, ils me mettaient des baffes. J'ai le souvenir d'avoir des baffes. J'ai le souvenir aussi de la couverture de survie.
que j'ai jamais trouvé chaude. Je ne sais pas vous, si vous avez déjà testé, mais j'ai jamais trouvé une couverture de survie chaude. Et j'ai appris il y a pas très longtemps d'ailleurs. Je ne pensais être restée que 10 minutes moi dans le camion de pompier et de partir à l'hôpital après, mais j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'en réalité je suis restée plus de 2 heures dans ce camion de pompier avec le SAMU parce que je n'étais pas transportable. Après ça, mes parents ont tout de suite dit on arrête tout de suite les médicaments, on va te trouver une alternative. Et comme je vous l'ai dit, ma famille de base, du moins je ne savais pas, on n'était pas dans ce domaine de la spiritualité, etc. Et donc là mes parents me disent entre 19 et 20 heures chaque jour tu vas appeler Serge au téléphone. Et Serge va te magnétiser ton bras. Donc chaque jour, j'appelais Serge, c'était fait gratuitement, à distance. Et chaque jour, je l'appelais. Je m'en souviens encore de cette première sensation où il me dit au téléphone quelle sensation tu as. Et je lui dis c'est bizarre, c'est chaud et ça pique, ça me picote. Du coup, de là, il m'explique que c'est tout à fait normal. Donc chaque jour, j'appelle Serge pour me soulager. Et jusqu'au jour où ça me soulage plus. Donc je le dis à ma mère. Ma mère appelle Serge et lui explique qu'on va peut-être arrêter parce que du coup j'ai encore des douleurs. Sauf que Serge ne reçoit personne de base et le lendemain matin, il rappelle ma mère et il dit je veux la voir. Et ce Serge habite à peut-être 1 heure et demie de route de chez mes parents. Et on va chez lui. Et je peux vous dire que chez lui, c'est comme un conte de fées. Je vous jure, on dirait un film. C'est-à-dire, c'est l'homme avec un bidon, donc le ventre, qui ressort, avec une grosse barbe blanche, et des cheveux un petit peu longs, gris-blanc, qui sort d'une maison qui est en plein milieu de la nature, en plein milieu de la forêt. Donc ça fait vraiment comme un film. J'ai envie de vous dire vraiment que c'est comme un film. Et donc de là, il me dit mets-toi contre ce mur blanc et lève le bras. Et de là, il me dit en fait ce qui se passe, pourquoi tu as encore mal, c'est que tu as une infection. Et de là, il commence à me magnétiser en direct. Il me donne du sopalin magnétisé également. Et puis pendant le soin, il dit cette phrase, il dit il y a quelqu'un qui est rentré dans le soin, il faut qu'il en sorte tout de suite, sinon il va faire un malaise. Et de là, en fait, c'est mon père qui est entré dans le soin, qui s'est connecté au soin. Voilà où, on va dire, la spiritualité a commencé pour moi. Mon père, à l'époque, était chef d'entreprise, dans la menuiserie, on va dire, en quelque sorte. Et il faisait la foire de Saint-Étienne fin septembre. Donc c'est une foire assez connue dans les alentours. Et donc il passait 15 jours non-stop. Et avec ma mère, on allait le voir les week-ends. Et il y avait toujours une même voyante là-bas. Et mon père la connaît rapidement, hein, mais j'y vais, je la vois, mais vous voyez les personnes qui se tiennent juste devant leur stand et qui attendent, et elle me regarde et elle me dit Mathilde, tu vas tester plusieurs choses avant de trouver ton domaine. Et de là, c'est vrai, je m'intéresse à la numérologie et j'adore ça, hein. Encore aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai calculé mes numéros de téléphone. J'ai mon chemin de vie qui est un 11, j'ai calculé mon numéro de tirette pour vous dire qui est aussi un 11. Je calcule tout, même pour choisir la date de mon mariage, pour vous dire. On m'a proposé 2 dates, j'ai fait en fonction de la numérologie. Donc j'aime beaucoup vraiment la numérologie, puis je me suis intéressée aux cartes et particulièrement aux oracles. Jusqu'au jour où je me trouvais dans ma chambre et de là je me suis dit mais Mathilde, en fait tout ce que tu ressens, tout ce que tu as vu, ce sont des défunts. Donc là, à l'époque, je commençais à chercher un petit peu sur Internet l'écriture automatique. Sauf qu'à l'époque, très mal renseignée là-dessus, je ne savais même pas comment me protéger des énergies, je ne savais même pas qu'il fallait se protéger. Et je trouve sur Internet, prendre une feuille, un stylo, donc l'écriture automatique, c'est en définitive, c'est laisser la possession de son bras à une entité, un défunt ou un truc invisible. Et sur Internet, il était marqué, ça ne fonctionne pas avant beaucoup d'exercices, donc il faut refaire, et pas avant 6 mois. Donc je me dis, c'est bon, ça peut le faire alors, j'ai pas à avoir peur, ça va pas fonctionner. Et de là, je prends une feuille, un stylo, et je dis tout simplement, s'il y a quelqu'un, allez-y, écrivez. En pleine inconscience du truc. Et de là, j'ai jamais eu le cœur qui a battu aussi vite. Même pour mes accouchements, c'était du pipi de chat, mon accouchement à côté, le cœur qui battait aussi vite. J'ai eu mon cœur qui battait à la chamade parce que ça commençait à écrire sans que ce soit moi qui écrive. Et donc de là, j'appelle l'ex de ma sœur qui avait
15 ans de plus que moi et que je savais qu'il était un petit peu dans le domaine de la spiritualité. Et je lui dis, écoute, j'ai fait une grosse connerie, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, en fait, il m'explique un petit peu comment on remercie, qu'il faut rester très cordial, etc. Il commence à m'expliquer 2-3 choses sur l'écriture automatique. Et donc, j'ai continué l'écriture automatique par la suite. J'ai ensuite appris qu'il fallait se protéger à mes dépens, parce que bien sûr, j'ai eu une faille énergétique, j'ai eu des défunts qui étaient là, j'ai eu le côté de défunts colériques à côté de moi, j'ai eu le côté d'avoir très mal au bras en m'appuyant dessus à cause du défunt. Enfin bref, 1000 péripéties qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi je fais souvent des ateliers pour initier les personnes dans la médiumnité et sur le fait de se protéger surtout, justement pour éviter tous les aléas que moi-même j'ai pu rencontrer. Je continue l'écriture automatique et la vie continue jusqu'à la prochaine foire de Saint-Étienne. Et là, sur cette foire, je rencontre une médium qui ne connaissait pas mon père pour le coup. Et cette médium, elle, par contre, a la particularité de faire de l'incorporation. L'incorporation, c'est les défunts qui rentrent dans le corps du médium pour transmettre les messages. Donc c'est vraiment le corps entier qui est laissé en possession du défunt. Et elle forme sur les passages d'âme. Donc passage d'âme, c'est vraiment l'aspect de un défunt est bloqué, on l'aide à passer dans la lumière et donc de l'autre côté, selon comment vous appelez ça. Et donc je me renseigne auprès d'elle et je souhaite faire une sorte de formation, enfin du moins c'est quelque chose qui dure une journée sur le passage d'âme. Donc je me trouve le jour à aller chez elle où elle me forme. Et à l'époque, je n'avais pas de défunt dans ma famille. Pour vous dire, j'avais encore mon arrière-grand-mère, qui s'appelle Mathilde, et qui avait plus de 99 ans quand elle est partie. Donc je ne connaissais pas tous ces aspects de défunt, d'avoir une photo de défunt, etc. Donc à un moment donné, elle me dit, on va faire un passage d'âme. Je te laisse la photo de la défunte, je reviens, je vais aux toilettes. Et en fait, je regarde cette photo et j'avais jamais fait attention aux photos des gens de base et encore moins des gens qui sont décédés. Hein. Alors, je vous précise quand même que c'est une photo complètement lambda du quotidien de la personne quand elle était vivante. Sauf que quand je la regarde, je sais son caractère, je sais comment elle est décédée, je sais trop de choses que je ne devrais pas savoir. Donc je commence un petit peu à paniquer. Donc je lève la tête, je regarde le mur et sur le mur, il y a 2 photos. Et 2 photos de Yorkshire. Et 2 photos de Yorkshire différents, j'ai même envie de vous dire. Et de là, je regarde ces chiens sont décédés aussi, et chacun a un caractère complètement différent que je sais, et que normalement je ne devrais pas savoir. Donc je me retrouve à me sentir encore plus folle. J'avais tellement un manque de confiance en moi à l'époque que j'en parle même pas à la médium. Pourtant, ça aurait dû être la première personne avec qui je devrais en parler. Mais pas du tout. Je me retrouve où je me dis je suis folle, je suis complètement folle, c'est pire qu'avant. Et je pars et je cherche un groupe sur Facebook, un groupe sur l'ésotérisme pour savoir si je suis folle ou si tout ce que je vis, tout ce que je vois, tout ce que je reçois en message, c'est vraiment l'aspect des défunts et que tout ça est réellement vrai, que c'est un monde qui existe. Donc je trouve un groupe qui s'appelle la magie de l'ésotérisme. Alors je vous précise quand même, il n'existe plus aujourd'hui, il a été clôturé. C'est un groupe belge qu'il avait créé et je contacte les administratrices, parce qu'il y avait 2 administratrices à l'époque, et je leur dis clairement, j'ai l'impression d'être folle, ou soit je parle aux défunts, je ne sais pas un des deux, mais aidez-moi s'il vous plaît. De là, elle m'envoie une photo d'un homme, et cet homme a été tué par balle. Elle ne me le précise pas, mais je lui décris la scène. Je lui décris que cet homme tombe sur le sol, qu'il fait nuit, et qu'il y a une présence féminine. Et du coup, elle me répond que oui, que cette présence féminine, il ne savait pas justement parce qu'il a été retrouvé seul, mais qu'il se doutait dans la famille qu'il y avait une présence féminine avec lui justement. Donc voilà ma première expérience de vrai contact défunt. Et s'ensuit que du coup je deviens bénévole sur ce groupe pendant des années et des années et des années. J'étais tellement en manque de confiance en moi que pour vous dire, je n'osais même pas appeler les gens. Encore aujourd'hui, je peux vous dire que je n'aime pas appeler pour passer une commande de pizza par exemple. C'est mon mari qui va le faire. Mais à l'époque, j'avais vraiment un manque de confiance en moi que je le faisais systématiquement par message. Alors ça durait des heures et des heures et des heures, le temps de répondre, etc. Mais je faisais tous mes contacts défunts par message. Par la suite, je continue mes études. Je fais d'abord un BTS en alternance dans la banque, puis une licence banque en alternance également dans la banque. Et en parallèle, je continue les contacts défunts bénévolement à côté parce que c'est le côté passion pour moi qui ressort.
Jusqu'au jour où je continue, on va dire, à grandir, j'ai une maison, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai un travail forcément en banque parce que j'ai fait des études dedans. Mais c'est un métier qui ne me plaît pas du tout, parce que je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. J'aime pas ça en réalité, vendre. Vendre pour vendre, non merci, surtout le côté de malhonnêteté. C'est-à-dire que dans la banque où je travaillais, il fallait vendre par exemple des forfaits téléphoniques que moi-même j'ai testés et qui clairement ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun réseau, et même en étant allé à Montpellier ou dans des grosses villes, ça buguait plus, en définitive, c'était de la crotte. Donc je disais systématiquement aux clients, quand ils me demandaient le forfait, qu'il fonctionnait très mal et qu'il valait mieux aller chez l'opérateur à côté, que c'était des professionnels et que ça allait mieux fonctionner que dans la banque. Voilà pour vous dire mon honnêteté. À la fin de mon second congé maternité, j'avais directement la boule au ventre du fait de reprendre le travail en banque. Et de là, mon conjoint m'a dit: Mathilde, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu quittes cet emploi alimentaire et il faut que tu te lances à ton compte parce que c'est ta passion et que tu vas devenir malheureuse sans. Et donc j'essaye de demander une rupture conventionnelle à la banque. Forcément, ce sont les plus radins, donc ils refusent, donc je suis obligée de démissionner. Donc qui dit démission, ça veut dire pas de chômage immédiatement et on touche absolument rien. Donc c'était vraiment le grand saut dans le vide, surtout ayant des enfants en bas âge, puis le quotidien, vous le connaissez aujourd'hui en France. Hein. Mais en très peu de temps, je ne saurais pas comprendre comment du pourquoi. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille qui a fait exploser. Alors peut-être que c'est l'aspect de je suis nature peinture et que je reste telle que je suis. Mais voilà globalement mon histoire. Et donc je fais régulièrement des lives par exemple sur TikTok ou je fais beaucoup de stories sur Instagram jusqu'au moment où on m'a demandé: Mathilde, pourquoi tu ne ferais pas de podcast? Et bien, justement, à ce moment-là, je m'étais moi-même posé la question 2 jours avant. Synchronicité quand tu nous tiens, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que j'y avais déjà pensé un an auparavant, mais je manquais trop de temps. Et je suis partie en congé. Et en congé, eh bien, on avait marre d'écouter de la musique et on s'est mis des podcasts, tout simplement. Et de là, je me suis dit, c'est forcément une super bonne idée, dans le sens où moi-même j'en ai eu marre d'écouter de la musique et que les podcasts, ça peut être pas mal. Donc aujourd'hui, je pratique majoritairement les contacts défunts, mais je fais également des guidances avec des tirages. Je propose aussi de la numérologie. Une autre anecdote à vous raconter également chez mes parents. Alors, elle est un peu plus récente parce qu'à l'époque j'avais 18-19 ans, j'étais en BTS. Le BTS se trouvait à peu plus de 2 heures de route de chez mes parents, donc j'y allais le matin et je revenais le soir. Donc oui, je faisais trajet le matin, puis le soir. À cette époque, il devait être aux alentours de 23h, 23h30. Ma sœur rentrait du volley et elle mange, et sauf qu'à ce moment-là, elle entend du bruit dans ma chambre, mais du bruit, mais un vacarme, comme si je déplaçais les meubles. Parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, on aimait tous bien chez moi déplacer les meubles de nos chambres. Donc elle entendait déplacer les meubles. Elle va prendre sa douche, elle ressort et elle entend toujours. Et puis elle se dit, c'est bien long quand même, c'est bizarre. Elle monte à l'étage pour aller dans sa chambre, qui à l'époque était à côté de la mienne, et d'un seul coup, elle passe devant ma chambre, et là, il n'y a plus aucun bruit. Donc elle va se coucher, elle se dit, bon, c'est bizarre. Puis vient le week-end, et le week-end, elle me dit, dis donc, Mathilde, t'as bien fait du bruit l'autre soir, t'as déplacé les meubles de ta chambre. Et je la regarde et je lui dis, mais non, ce n'est juste pas possible, parce que je me lève à 5h du matin, je rentre déjà relativement tard, donc autour de 23h30 minuit, clairement, je suis en train de dormir, sinon je ne tiendrai pas. Donc encore un petit phénomène inexpliqué. On me demande également souvent, Mathilde, est-ce que tu fais des contacts ou des fins spontanés? C'est-à-dire qu'on ne vient pas initier un rendez-vous, c'est vraiment le défunt qui se présente et qui dit j'ai un message. Alors régulièrement non, parce qu'on dit que on ferme la porte quand on est médium, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout le temps H24 non plus. Mais les défunts peuvent se présenter comme ça, et ça m'arrive. Ou parfois je fais une story sur Instagram par exemple et je décris la personne que je vois. Donc par exemple une fois c'était un enfant de 10-11 ans, un petit peu en surpoids, et etc. Et je décris, et souvent les abonnés m'envoient des messages, m'envoient les photos, et je sélectionne, je dis non, non, non. Et par exemple pour ce jeune garçon, une femme m'envoie la photo d'un garçon, et je lui dis la seule différence, c'est que moi, le garçon que j'ai ne porte pas de lunettes. Il ne voulait pas porter de lunettes. Et elle me dit c'est exactement ça. Il n'aimait pas ses lunettes et la majorité du temps ne portait pas de lunettes. Sauf sur la photo que je t'ai envoyée.
Et donc derrière, j'ai transmis le message parce que j'ai trouvé la personne. Et quand il se présente de façon spontanée, c'est que forcément, il y a un message particulier aussi derrière. Sinon, ça m'arrive aussi très régulièrement lorsque je suis en soirée et que par exemple pendant une semaine je n'ai pas pratiqué de contact défunt parce que j'étais en congé, et bien souvent, hop, un défunt se présente et j'ai un message à transmettre. Voilà, vous connaissez mon histoire, un petit peu plus dans les détails que ce que j'ai pu raconter par exemple sur Instagram. On va se retrouver pour des prochains épisodes, sûrement sur les signes des défunts, les rêves des défunts, et il y a encore beaucoup de sujets à aborder. Et entre-temps, je voulais aussi remercier Ange dans les nuages, qui est Angéline, qui pratique aussi le podcast. Donc je vous invite à aller l'écouter. Elle est merveilleuse, elle fait des podcasts au top du top, et elle m'a aidée et aiguillée pour pratiquer, pour faire des podcasts. Je vous dis à bientôt!